Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro des Matins du Sénat, l'émission qui vous plonge au cœur des débats de la Haute Assemblée. Les sénateurs continuent l'examen du budget 2019 et ils ont adopté hier les crédits prévus pour l'enseignement supérieur et la recherche. Ce budget est en hausse de près de 2%, soit 500 millions d'euros supplémentaires. Le gouvernement va continuer à financer son plan étudiant en 2019 pour améliorer l'orientation des élèves de terminale avec la plateforme Parcoursup et mieux accompagner les étudiants. Ce plan prévoit notamment une aide à la mobilité de 1 000 € pour les étudiants qui souhaitent changer d'académie. Mais malgré ce budget en hausse, les fins d'année sont difficiles pour les universités qui doivent se serrer la ceinture. 5 universités en France sont en situation de déficit actuellement et beaucoup d'établissements comme à Lille et à Rennes doivent suivre des cures d'austérité et couper dans leur budget. Le problème, c'est que les dotations de l'État n'ont pas toujours suivi l'évolution de leurs charges et de leur masse salariale. Tout de suite, le débat sur le budget de l'enseignement supérieur. Le Sénat va examiner les crédits de la mission Recherche et enseignement supérieur et articles 78 et 78 bis. La parole est à Monsieur Philippe Andeau, rapporteur spécial de la Commission des finances pour l'enseignement supérieur, pour une durée maximum de 7 minutes. Monsieur le Président de la Commission, Madame la Ministre, mes chers collègues, les crédits de paiement alloués à cette mission s'élèvent à 27 milliards d'euros. Les crédits progressent de plus de 500 millions d'euros. Ces augmentations doivent être mises en regard des annulations de crédits prévues dans le projet de loi de finances rectificative pour 2018, qui prévoyait plus de 200 millions d'euros d'annulations sur cette mission. Ce que la loi de finances donne, la loi de finances rectificative peut le reprendre en gestion, ce qui limite la portée de notre vote aujourd'hui. Le budget de l'enseignement supérieur stricto sensu s'inscrit cette année dans la trajectoire dessinée par la loi de finances de 2018. Les programmes 150 formation supérieure et recherche universitaire et 231 vie étudiante connaissent une légère progression de plus de 1%, soit 173 millions d'euros en crédit de paiement. Ce budget est globalement satisfaisant, Madame la Ministre, dans le contexte budgétaire actuel. De plus, il faut prendre en considération les crédits consacrés à l'enseignement supérieur et à la recherche à travers le grand plan d'investissement qui s'élève à 645 millions d'euros. Je partage les principales orientations de la politique qui sous-tend ce budget et en particulier le plan étudiant et l'importance accordée à l'orientation. C'est en orientant mieux les étudiants que l'on réduira l'échec en licence qui touche 40% des étudiants et l'insertion professionnelle des jeunes. Voilà pour le positif, mais j'ai aussi quelques réserves, Madame la Ministre. J'observe que cette année encore, les dépenses salariales contraintes ne sont pas intégralement budgétées, et ce, à hauteur entre 50 et 100 millions d'euros. Il est insupportable de ne pas prévoir une dépense pourtant certaine. Le glissement vieillesse-technicité, le GVT, des établissements, qui est une dépense obligatoire, ne pourra pas être couvert. Par ailleurs, beaucoup d'emplois pourtant budgétés ne seront pas créés puisqu'ils servent de variable d'ajustement. Ce n'est pas une bonne méthode et cela réduit la portée des moyens annoncés. S'agissant des dotations des universités, la subvention pour charges de service public notifiée à chaque établissement est aujourd'hui encore presque intégralement déterminée à partir du montant de la notification de l'année précédente, à laquelle sont appliqués différents ajustements, mais qui restent très marginaux puisqu'ils n'excèdent pas 5%. Je souhaite, Madame la Ministre, que votre administration s'oriente vers un pilotage plus fin des dotations aux opérateurs, tenant compte notamment de la stratégie et des enjeux propres à chacun d'eux. Les ressources propres de ces universités ne représentent en moyenne que 16% de leurs dépenses de fonctionnement, ce qui est tout à fait insuffisant. On espère que la valorisation de la recherche pourra faire évoluer cette situation. Les frais d'inscription demeurent extrêmement faibles. Monsieur le Premier ministre a annoncé que les étudiants non européens pourraient voir leur cotisation augmenter substantiellement, potentiellement de 170 € à 2 700 €. Et un rapport de la Cour des comptes recommande ces jours-ci d'augmenter les frais d'inscription pour les étudiants français également, du moins en master et en doctorat, mais à des niveaux moindres. Chaque année, j'ai milité pour qu'on améliore la situation des étudiants en augmentant les frais d'inscription.
On accepte aujourd'hui plus facilement de payer une cotisation à un club de sport dont l'effet ne sera pas le même en ce qui concerne l'avenir des jeunes, et c'est quelque chose qui est anormal. Aujourd'hui, les étudiants en licence s'acquittent de moins de 2% du coût réel de leurs études. Je pense que nous avons de la marge pour pouvoir agir. Cela dit, ces nouvelles ressources seront et doivent être de la responsabilité des universités pour leur montant comme pour leur affectation. Madame la Ministre, entendez-vous faire cependant des préconisations pour que ces sommes soient mises au service des étudiants, de leur environnement, de la pédagogie? Il ne serait pas normal qu'elles servent à pallier l'absence de financement par l'État pour, par exemple, le GVT. Je souhaite sur ce point, Madame la Ministre, avoir des assurances. Le soutien à l'enseignement supérieur privé demeure trop limité de mon point de vue. Le montant moyen de la subvention de l'État par étudiant a diminué de 45% entre 2008 et 2018. Cette diminution est d'autant plus préjudiciable que les établissements d'enseignement supérieur accueillent un nombre croissant d'étudiants. Un étudiant inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur privé, un ESPIG, est aujourd'hui soutenu par l'État à hauteur de 600 € en moyenne, alors que le coût par étudiant dans le public s'élève à plus de 9 000 € et l'économie que représentent ces 100 000 étudiants pour le budget de l'État s'élève donc à environ 800 millions d'euros. C'est la raison pour laquelle la Commission vous propose d'adopter un amendement tendant à augmenter la dotation allouée à ces établissements, dont certains connaissent de réelles difficultés, d'autant si certaines municipalités se désengagent un peu. Les crédits du programme 231 Vie étudiante pour 2019 connaissent des changements modestes. Le projet de loi de finances introduit la contribution de vie étudiante et de campus, la CVEC, dans la liste des taxes affectées et plafonne son produit à 95 millions d'euros. Dans la mesure où la collecte 2018 semble d'ores et déjà s'établir autour de 115 à 120 millions d'euros, cela veut dire qu'une vingtaine ou une trentaine de millions collectés sur le revenu des étudiants pourraient ainsi abonder le budget de l'État et participer à l'équilibre des finances publiques. J'estime, Madame la Ministre, que l'argent ainsi collecté doit être intégralement affecté à la vie étudiante et je pense que le plafond de cette taxe affectée doit être réévalué et amendé dès le projet de loi de finances pour 2019. Les cotisations pour la mutuelle étudiante, qui s'élevaient en moyenne à 217 € par étudiant, sont remplacées par la contribution de vie étudiante et de campus, la CVEC, qui sera de l'ordre de 90 €. Cet allègement de coût pour les étudiants est plutôt une bonne chose. En revanche, la méthode employée a quelque chose de peu convenable. Tous les étudiants paieront cette contribution, y compris ceux qui sont inscrits dans des ESPIG, alors que ces derniers recevront seulement 20 € en retour contre 40 € pour ceux des établissements publics. Je ne comprends pas cette inégalité de traitement, Madame la Ministre, et j'aimerais que vous nous disiez ce que vous comptez faire pour y remédier. Voilà, j'ai fait l'ensemble de mes observations et la Commission a donné un avis favorable à l'adoption des crédits de la mission, sous réserve de l'adoption de son amendement. Je vous remercie. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, c'est avec une certaine gravité que je porte, au nom des chercheurs, de leurs syndicats et de plusieurs sociétés savantes, devant vous, leur grande inquiétude devant le décrochage de la science française. D'année en année, la part du produit intérieur brut que la France consacre à la recherche ne cesse de diminuer. Elle était de 2,23 % en 2015 et devrait être, en 2017, de 2,19 %. Non seulement l'objectif ambitieux d'une part de 3 % du PIB s'éloigne inexorablement, mais son écart avec les taux de nos voisins ne cesse de s'accroître. Pour ne prendre que deux exemples, les dépenses de recherche de la Belgique rapportées à son PIB ont dépassé celles de la France en 2012 et ne cessent de progresser depuis lors. Celles de l'Allemagne se trouvent quasiment au niveau de 3 % du PIB. Plus grave encore, les dépenses de recherche et développement des industries de la construction spatiale et aéronautique sont en forte baisse de 3,2 %. Ce désengagement a des conséquences directes sur l'emploi des chercheurs dans ces domaines qui baisse de 1 %. À terme, c'est toute la capacité de recherche et d'innovation de notre pays qui est menacée. Au XVIe siècle, Jean Bodin affirmait, je le cite, « Il n'y a richesse ni force que d'hommes ».
La maxime s'applique avec encore plus d'évidence au domaine de la science. Il n'y a pas de recherche sans chercheuses et sans chercheurs. Or, les opérateurs publics voient leur effectif se réduire inéluctablement. Certes, dans les documents budgétaires produits par votre gouvernement, les plafonds d'emploi semblent préservés. Mais, pratiquement, ils ne sont jamais atteints et il devient impérieux de nous interroger sur leur sincérité. Je salue la qualité de l'analyse budgétaire produite par notre collègue Jean-François Rapin, rapporteur général. Il montre avec grande précision que le coût des mesures salariales décidées par le gouvernement ne sont jamais intégralement compensés et que les opérateurs de la recherche sont donc obligés de réduire leur masse salariale pour équilibrer leur budget. Ainsi, pour le CNRS, le coût supplémentaire du financement du seul glissement vieillissement technicité, le fameux GVT, est évalué pour le budget de 2019 à 25,3 millions d'euros. Il impose au CNRS de réduire son recrutement de 50 chercheurs et de le porter à un niveau historiquement bas qui compromet la crédibilité des concours et en amont la pérennité de nombreuses filières de l'enseignement supérieur. En 2 ans, les effectifs du CNRS ont diminué de 375 équivalents temps plein. La baisse est de plus de 1000 postes depuis 2011. Je partage totalement le propos de nos rapporteurs spéciaux, Jean-François Rapin, quand il déclare, je le cite, « Alors que notre pays cherche à attirer les chercheurs, la baisse des effectifs envoie un signal singulièrement négatif. J'ajoute que la fuite vers l'étranger est devenue la seule issue possible pour une génération de chercheuses et de chercheurs qui se sent sacrifiée. Cette saignée a des répercussions sur la capacité de la science française à maintenir son rang. Ainsi, les financements obtenus par les équipes françaises pour le programme cadre pour la recherche de l'Union européenne étaient encore de 13,5% de son montant total pour le 5e programme, mais seulement de 11,3% pour le 7e qui s'est achevé en 2013. De nombreux autres indicateurs attestent la baisse continue de l'influence de la science française. Je regrette vivement que vous donniez à votre ministère la seule ambition de l'accompagner. À cet affaiblissement de la capacité d'action des opérateurs publics s'ajoutent des choix stratégiques discutables qui concentrent davantage les aides apportées à la recherche privée sur un dispositif, le CIR, qui mobilise plus de 6 milliards d'euros pour des résultats que désormais la représentation nationale considère comme difficilement quantifiables. Je note que le nouveau fonds pour l'innovation de l'industrie, qui est destiné, je cite, à garantir la souveraineté scientifique et technologique de notre pays et de son développement économique, répond à un modus operandi totalement différent de celui du CIR. Ces axes stratégiques sont définis par un conseil de l'innovation. Ces programmes sont confiés à des responsables chargés de leur mise en œuvre. Chaque action fait l'objet d'une convention et d'un rendu évalué. C'est le fonctionnement normal adopté par tous les pays pour orienter et maîtriser leur aide à la recherche privée. Il faut se demander pourquoi il ne s'appliquerait pas au CIR. Comme la recherche publique, l'enseignement supérieur souffre d'un désinvestissement de l'État dont les conséquences catastrophiques se mesurent notamment sur le taux d'encadrement des étudiants qui ne cesse de diminuer. Comme pour les opérateurs de la recherche, les universités sont dans l'impossibilité d'atteindre leur plafond d'emploi. Ainsi, pour la période 2013-2016, seuls 76% des emplois notifiés aux établissements ont effectivement été ouverts au recrutement. Dans un contexte de forte poussée de la démographie estudiantine, cette contraction ne permet pas d'améliorer l'accompagnement pédagogique qui était pourtant l'un des objectifs de votre loi pour la réussite des étudiants. S'agissant de son application, il est très regrettable que votre ministère ne nous ait pas fourni un bilan complet de Parcoursup avant cette discussion budgétaire. Pourtant, les premières données très générales disponibles montrent que les bacheliers des filières techniques et professionnelles ont subi des discriminations sur lesquelles nous aurions souhaité vous entendre. Votre budget consacre le renoncement de votre gouvernement. Il organise une forme de déclin ou d'étiolement accepté et nous voterons contre. Je vous remercie. Bien, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Lors de la présentation du plan étudiant, vous avez déclaré, Madame la Ministre, qu'il doit permettre de poursuivre le financement de nouvelles places dans l'enseignement supérieur, d'accentuer l'effort de recrutement d'enseignants-chercheurs
et de personnel pour les accueillir et les accompagner et d'intensifier la reconnaissance de l'engagement pédagogique dans le supérieur. Sur le premier point, il faut saluer l'ouverture en 2 temps de 30 000 places en licence pour accompagner l'arrivée de nombreux jeunes dans le supérieur à la rentrée 2018. Si la massification de l'enseignement supérieur est une chance pour notre pays, elle soulève plusieurs défis, au premier rang desquels figure l'adaptation de notre système pour accueillir au mieux les étudiants. Ainsi, si on prend comme postulat initial un investissement moyen autour de 10 000 € par étudiant, il faudrait en 2019 une augmentation de 400 millions afin d'absorber parfaitement la croissance de la démographie estudiantine. Cette année, les établissements d'enseignement supérieur bénéficieront de 206 millions de crédits supplémentaires. Mais cette hausse, amputée des dépenses contraintes, GVT, compensation de la CSG notamment, et de la montée en charge de mesures déjà engagées en 2018, ne servira qu'à financer 26 millions d'euros d'actions réellement nouvelles. Ce qui, bien sûr, nous apparaît insuffisant au regard du besoin de diversifier et de généraliser plus encore les modules pédagogiques, les fameux WICI, et contradictoire avec l'ambition affichée dans votre loi OR. Assurer la réussite des étudiants, c'est principalement mettre en place une politique d'orientation efficace. Sans effectuer un bilan exhaustif de l'an 1 de Parcoursup, plusieurs constats peuvent néanmoins être déjà dégagés. Parcoursup, en tant qu'outil d'affectation, a plutôt bien fonctionné. Peu de jeunes se sont retrouvés sans aucune affectation à l'issue de la procédure. Mais Parcoursup, en tant qu'outil d'orientation, a-t-il bien fonctionné ? Rien ne prouve que la capacité de la plateforme à affecter correctement les étudiants soit un gage d'une orientation réussie. Ce n'est pas parce qu'un étudiant accepte in fine une proposition de formation qu'il est satisfait qu'un candidat accepte in fine une proposition de formation qu'il est satisfait de l'intégrer, et ce d'autant plus qu'il n'existe plus de hiérarchisation des vœux. C'est l'énorme différence entre une orientation choisie et une orientation subie. C'est pourquoi, Madame la Ministre, mais je pense que vous allez nous répondre, je vous demande à nouveau, à l'image de la plupart des syndicats étudiants, de conduire et de publier une enquête nationale qualitative à partir d'un échantillon représentatif pour connaître véritablement le degré de satisfaction des étudiants à leur orientation. C'est uniquement à cette aune que nous pourrons évaluer Parcoursup comme instrument au service de l'orientation. Dernier point de vigilance, le nombre élevé de candidats ayant quitté la plateforme. Elle interroge. Même si une partie d'entre eux s'est indubitablement dirigée vers des formations qui ne sont pas répertoriées dans Parcoursup, il est évident que d'autres ont tout simplement abandonné la poursuite de leurs études. Madame la Ministre, avez-vous pu effectuer une analyse plus fine de ces candidats dits inactifs ? Car il est impératif, vous le savez, de lutter contre cette forme de décrochage, mais surtout d'être encore plus proactif afin de l'endiguer. En ce qui concerne le volet dit étudiant, la poursuite des efforts engagés au cours du quinquennat précédent, notamment en matière de construction de logements, 60 000 d'ici 2022, est une bonne chose. C'est aussi une bonne chose que le gel du prix du ticket U, ainsi que la suppression de la cotisation d'assurance maladie qui accroissent le pouvoir d'achat des étudiants. Pour autant, mes collègues l'ont déjà dit, le plafonnement du produit de la contribution de vie étudiante et de campus, la fameuse CVEC, à 95 millions d'euros, alors qu'il en est attendu un résultat, estimé en tout cas par vos services lors des auditions, d'environ 130 millions d'euros pose problème. Bien que vous ayez annoncé que l'intégralité de cette contribution serait reversée à la vie étudiante en l'état, tout dépassement du plafond abondera, on le sait, le budget général de l'État. Alors pourquoi attendre ? Pourquoi ne pas prévoir d'ores et déjà un plafond suffisamment haut de telle sorte que la totalité de la CVEC profite immédiatement aux étudiants ? En procédant comme cela, vous éviteriez de susciter une forme de suspicion autour de la finalité de la CVEC. Elle n'a pas à alimenter, vous le savez, même temporairement, partiellement, le budget de l'État. L'amendement porté par notre groupe a été déclaré irrecevable, mais vous, Madame la Ministre, vous pouvez augmenter dès maintenant ce plafond en toute transparence. Dernière inquiétude, loin d'être anodine, la hausse des frais de scolarité pour les étudiants extra-communautaires la rentrée prochaine. Alors allez-vous me dire, mais quel lien avec le PLF 2019 ? Outre que la méthode du gouvernement pose question, notamment sur l'absence de concertation, cette annonce complètement inattendue suscite déjà un vif émoi et réveille des tensions au sein de la communauté étudiante, alors même que nous sommes en train de débattre du budget.
Surtout, nous aimerions comprendre en quoi multiplier par plus de 10 les frais de scolarité pour ces étudiants serait source d'attractivité comme vous le prétendez. Soyons sérieux, ce n'est pas la création de 15 000 bourses. Et voilà le lien avec le PLF 2019. Où sont-ils? Où sont les crédits? Qui sera de nature à compenser l'effet d'éviction massive des étudiants extracommunautaires pour raisons pécuniaires, qui constituent de surcroît la grande majorité des jeunes venant étudier dans le supérieur français. La Suède a tenté récemment l'expérience. Le résultat a été probant. Une chute drastique de 80% du nombre d'étudiants étrangers fréquentant leurs universités. Est-ce ainsi que vous voulez améliorer le rayonnement de la France, que vous voulez atteindre le chiffre de 500 000 étudiants étrangers d'ici 2027? Si nous souhaitons collectivement renforcer l'attractivité de la France, cultivons son image, dynamisons son réseau culturel, continuons à développer des formations à la fois reconnues à l'étranger pour leur qualité et leur spécificité. Mais ne cherchez pas à décupler les ressources des établissements supérieurs aux dépens de certains étudiants étrangers. Pour paraphraser un article paru dans un quotidien dernièrement, à attirer les plus riches et en même temps à écarter les plus pauvres. Nous en reparlerons, Madame la Ministre, parce que sur le fond et sur la forme, c'est incompréhensible et c'est inacceptable. La recherche est fondamentale pour le progrès scientifique et le développement économique. Pour la deuxième année consécutive, nous nous félicitons que le budget consacré voit ses crédits augmenter, en l'occurrence de 330 millions d'euros. Mais plusieurs sujets méritent une vigilance accrue. Le statut des chercheurs. Pour rappel, la stratégie européenne de recherche Horizon 2020 a pour premier pilier l'excellence scientifique qui vise notamment à soutenir les chercheurs les plus créatifs et les plus talentueux dans leurs travaux de recherche exploratoire. Or, en France, depuis de nombreuses années, leur statut s'avère en inadéquation avec leur cursus et l'apport bénéfique à l'ensemble de la société grâce à la découverte. Leur rémunération est indigne, eu égard à leur niveau de qualification et à l'importance de leur travail. Entendez-vous mener une réforme, Madame la Ministre, qui pose déjà les jalons d'un véritable statut protecteur et stimulant? C'est à la fois une affaire de reconnaissance, mais c'est aussi une affaire d'attractivité de la France, afin de contrer la fuite des chercheurs français et attirer ceux étrangers. D'autre part, la recherche culturelle et la recherche scientifique et technique accusent encore une baisse, certes modique, mais de leur crédit. Universcience, encore une fois, va subir une nouvelle diminution à hauteur de 2 millions d'euros. C'est pourquoi je soutiens l'amendement de ma collègue Angèle Préville qui a pour objet de réaffecter les 2 millions d'euros à Universcience. Pour finir, j'aimerais aborder la recherche afférente aux énergies renouvelables. Dans une note sur les dépenses publiques de recherche en développement en énergie en 2016, le Commissariat général au développement durable a mis en exergue que depuis environ une décennie, l'investissement public en la matière s'est érodé. En 2016, il s'élève à 913 millions d'euros, soit 5% de la dépense publique en recherche et 0,05 du PIB. Quel constat effarant dès lors que la transition écologique, surtout actuellement, est érigée comme une priorité cardinale. Surtout, nous le savons, une des spécificités de la France est le poids du nucléaire dans cette recherche, puisqu'il concentre 45% des dépenses. Donc c'est vrai qu'au titre du programme 190, la dotation versée au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies renouvelables sera 403 millions d'euros pour le financement de la recherche sur l'énergie nucléaire et seulement de 51 millions pour celle sur les énergies renouvelables, 9 fois moins. L'IFPEN, mais mes collègues en ont parlé, je pense que là aussi, le fait qu'il ait été asséché de 4,5 millions d'euros depuis 2017 est un vrai problème, étant donné les engagements nationaux, européens et internationaux de la France liés à la transition énergétique. Il serait incohérent de voir les moyens de l'IFPEN, encore une fois, forcément baisser pour le développement des énergies propres et de la mobilité durable. Au final, les ambiguïtés de la recherche énergétique traduisent finalement les tensions et les contradictions plus globales de la politique énergétique française. Certes, la France occupe une place prépondérante dans certains domaines, biomasse notamment, mais il serait plus opportun que les crédits alloués à la recherche sur ces énergies soient augmentés drastiquement. Et un changement d'échelle, nous le savons, est nécessaire, comme l'a préconisé la Cour des comptes. Madame la Ministre, vous l'avez compris, il y a des points positifs, mais il y a surtout beaucoup de questionnements, beaucoup de réserves et de nombreux points de vigilance. Il y avait une grande ambition, vous l'aviez dans la loi OR,
Malheureusement, le premier rendez-vous budgétaire pour la mettre en œuvre dans de bonnes conditions n'est pas à la hauteur. Dommage. Nous ne voterons pas les crédits de cette mission. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, depuis plusieurs semaines, le consentement à l'impôt est sérieusement remis en cause dans cette période de forte tension sociale. La discussion générale sur le troisième poste budgétaire de la Nation est évidemment un moment particulier dans l'examen de ce projet de loi de finances. Ce budget 2019 a un mérite qu'il faut saluer. Il tient compte de la très forte pression démographique sur le système universitaire français. Vous le savez, d'ici 2025, la population étudiante aura augmenté de 21% en l'espace de 10 années seulement. Pourtant, pendant des années, les moyens alloués à l'enseignement supérieur avaient été décorrélés du flux des nouveaux étudiants. Après une progression de 2,7% l'an passé, l'évolution globale des crédits de paiement à hauteur de 166 millions d'euros cette année va donc dans le bon sens. La pérennisation des financements alloués au titre de l'indemnité compensatrice de la CSG constitue également une bonne nouvelle. L'augmentation des crédits ne règle pas tous les problèmes pour autant. Pour le groupe Union centriste, la priorité des années à venir doit être la lutte contre l'échec universitaire. Parcoursup a le mérite d'apporter des premières réponses dans la lutte contre l'allongement du temps écoulé entre l'obtention du bac et de la licence. La France reste malheureusement l'un des rares pays de l'Union européenne où moins de 50% des étudiants valident leur licence au bout de 4 ans, contre plus de 75% en Allemagne ou aux Pays-Bas. Les dizaines de milliers d'années d'études perdues chaque année pour les jeunes dans le supérieur sont évidemment un gâchis humain, mais ils sont également un gâchis d'argent public. En raccourcissant la durée d'obtention des licences à 3 ans et demi, notre pays pourrait accueillir les futures générations d'étudiants à moyens constants sans dépenser un seul centime de plus. Les dispositifs d'accompagnement du WICI doivent ainsi être fortement encouragés, notamment sur le plan budgétaire. Nous y verrons de notre côté de manière attentive. Les expérimentations menées par certaines universités, je pense en particulier à Paris Descartes, sur les années propédeutiques, méritent également d'être soutenues. Ce raisonnement nous rappelle que la hausse des crédits de paiement n'est pas une fin en soi. La tentation d'évaluer le budget de l'enseignement supérieur par un prisme purement comptable nous a fait oublier qu'un budget en hausse n'est pas nécessairement un bon budget. Méfions-nous de l'effet cliquet qui nous pousse à saluer la croissance perpétuelle des nouvelles dépenses sans jamais nous interroger sur la nature des dépenses passées reconduites. La légitimité du financement essentiellement public de l'enseignement supérieur français est une exception occidentale qui dépendra directement des performances et des réponses qu'il apporte à la société française. Un euro dépensé pour l'enseignement supérieur est-il un euro systématiquement utile? Quelle insertion professionnelle garantit-il pour les jeunes? Permet-il de répondre aux besoins de l'économie et aux qualifications d'avenir? Voilà les vraies questions que le gouvernement doit se poser. À ce titre, le Sénat interpelle l'État depuis plusieurs années sur la permanence de nombreux archaïsmes, comme la procédure de qualification du CNU, coûteuse et chronophage. Surtout, l'État ne peut plus éluder aucune réflexion majeure, comme l'est celle de l'offre de formation. Notre groupe partage les interrogations du rapporteur pour avis sur la pérennité des filières dans lesquelles sont constatées des places vacantes. De plus, vous l'avez reconnu en commission, Madame la Ministre, la demande insuffisante des jeunes générations pour les filières scientifiques nous fait défaut. Il y a une révolution culturelle à opérer et à construire avec le ministère de l'Éducation nationale. Cette nécessité de réfléchir très attentivement aux filières que la puissance publique privilégie et soutient est rendue d'autant plus nécessaire par les besoins exponentiels de l'enseignement supérieur dans les années à venir. Le comité de la stratégie nationale de l'enseignement supérieur a évalué le besoin de financement à 1 milliard d'euros supplémentaires chaque année d'ici à 2020. Ailleurs dans le monde, des moyens colossaux sont mobilisés. À quelques kilomètres de notre frontière, à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, les post-doctorants bénéficient d'un crédit d'installation dépassant parfois le million d'euros. Ces chiffres donnent le vertige
alors que l'argent public se fait rare, que les prélèvements obligatoires sont déjà excessifs et que le gouvernement actuel n'a aucune stratégie efficace pour réduire notre niveau de dépenses publiques. Comment allons-nous financer un modèle universitaire français à la hauteur du rang que notre pays est en droit d'ambitionner? Votre gouvernement a décidé, Madame la Ministre, de baisser de 8% les droits de scolarité en licence cette année, après 3 années de gel. Pouvons-nous vraiment laisser nos universités se développer sans ressources propres significatives? Ces questions imposent des choix forts, bousculant les équilibres établis. De ce point de vue, nous ne sommes pas opposés par principe à une augmentation des tarifs des étudiants étrangers, à condition, bien entendu, qu'elle s'accompagne d'une politique ambitieuse en matière de bourse. En matière de recherche, nous nous réjouissons de voir que ces crédits augmentent de 330 millions d'euros par rapport à 2018 et de près de 830 millions par rapport à 2017. Pour notre groupe, la revalorisation des chercheurs est une question essentielle. En plus d'assurer la formation de nos étudiants, les chercheurs sont ceux qui permettent, par les avancées scientifiques sur lesquelles ils travaillent, de trouver des solutions aux enjeux écologiques, économiques, sociaux, technologiques de demain. Il est donc essentiel pour notre pays que cette matière grise puisse s'exercer en France dans de bonnes conditions et sur le long terme. Nous ne le répéterons jamais assez, un pays attractif pour les chercheurs, notamment internationaux, est un gage d'attractivité globale pour l'avenir. Le prix Nobel de médecine François Jacob disait très justement que longtemps la puissance d'une nation s'est mesurée à celle de son armée. Aujourd'hui, elle s'évalue à son potentiel scientifique. Garantir et développer le potentiel scientifique français, voilà le défi à relever dans les années à venir. Madame la Ministre, nous voterons donc les crédits de la mission Recherche et enseignement supérieur, car le groupe Union centriste considère que ce budget est une première étape pour y parvenir, à condition bien sûr d'assumer les choix courageux qui nous font face désormais. Madame la Ministre, Monsieur le Président, mes chers collègues, nous sommes aujourd'hui, ce soir, dans cet hémicycle pour nous prononcer sur le budget recherche 2019. Pour ma part, je préfère commencer mon propos par des félicitations. Félicitations à l'égard des chercheurs français qui font partie des meilleurs du monde, reconnus à travers nos 36 prix Nobel, et à notre nominé de cette année en physique, Gérard Mourou. Il y a juste une semaine, 6 ans après Curiosity, la sonde InSight s'est posée avec succès sur Mars. Exploit de la NASA, mais aussi des organismes et des chercheurs français, puisque l'instrument principal qui va étudier la structure interne de la planète, le sismographe CEIS, est français et même val-de-marnais. C'est dire l'excellence de nos chercheurs, puisque la France consacre seulement 2,2% du produit intérieur brut de la recherche à la recherche et au développement, très en deçà de l'objectif de 3% de la stratégie de Lisbonne. En période de coupe budgétaire, mon groupe ne fera pas partie de ceux qui voient la coupe à moitié vide et nous nous réjouissons que ce budget soit en hausse, même si, pour être plus exact, le chiffre annoncé devrait tenir compte de l'inflation. Mon propos se concentrera sur 3 programmes principaux, le spatial, l'ANR et l'énergie. Vous avez décidé, Madame la Ministre, de respecter les engagements budgétaires internationaux de la France vis-à-vis de l'Agence spatiale européenne. Il me paraît difficile de faire autrement. Notre accès à l'espace, les lanceurs, les satellites ne peuvent se concevoir et se développer que dans cette configuration. Je ne peux que vous demander une nouvelle fois, comme nous l'avions déjà fait avec Bruno Sido en 2012 dans notre rapport sur la politique spatiale, que soit mise en place dans les faits une réelle préférence communautaire. L'Europe est la seule puissance spatiale au monde assez masochiste pour ne pas confier ses lanceurs et ses lancements aux entreprises qu'elle finance. Compte tenu de l'importance de la contribution de la France au budget de l'État, je souhaite, Madame la Ministre, que vous arriviez, vous, à faire évoluer les choses. Je reviens sur aussi une de mes anciennes préoccupations, les débris spatiaux. Depuis le premier Spoutnik, il y a plus de 60 ans, les missions spatiales se sont multipliées, ainsi que les débris et les risques de collision avec les satellites qui sont devenus indispensables à la vie quotidienne de 7 milliards d'hommes, même si ces derniers n'en sont pas toujours conscients.
Je me félicite que l'ESA ait enfin lancé un programme Clean Space en bon français et j'aimerais, si cela vous est possible, de me faire savoir si des chercheurs et des entreprises françaises y participent. Enfin, Madame la Ministre, eu égard à l'importance de la recherche spatiale, y compris sur le plan budgétaire, à l'étendue de vos compétences, je réitère votre demande qui vous avait fait sourire l'année dernière, que votre ministère accole enfin le terme espace à sa dénomination. Passons maintenant à l'ANR, qui avait été bien malmenée dans le précédent gouvernement et envers laquelle vous tenez les engagements pris l'an passé. La revalorisation de ces crédits de 34 millions d'euros devrait permettre de faire remonter le taux de sélection des projets présentés par les équipes de chercheurs. Avec 14% de projets en 2017, on est très loin des 20% de 2012. Certains de mes collègues, dont les rapporteurs comme Jean-François Rapin, demandent que la dotation soit un peu plus importante pour permettre le financement de plus de projets. Pour ma part, je continue à recevoir des mails de chercheurs qui estiment que l'ANR constitue un échelon administratif inutile. En tout cas, il est certain que la procédure de sélection est lourde et complexe. J'ai été sur le site de l'ANR et lu que des évolutions ont été apportées à l'appel à projet 2019 afin d'améliorer sa compréhension et optimiser les modalités de dépôt des dossiers et d'évaluation. Je cite. Comptez-vous, Madame la Ministre, évaluer ce nouveau processus? Et seconde question, savez-vous si des projets portant sur la chlordécone ont été sélectionnés l'an passé? Les Antilles ne sauront sortir de cette pollution que si des recherches aboutissent, et je sais que vous en êtes convaincus. Compte tenu du temps imparti, quelques mots seulement du programme 190 recherche dans le domaine de l'énergie, etc., qui devrait être le levier de la transition énergétique. Le programme est décevant. Il est en baisse de 7 millions d'euros en crédit de paiement, alors que l'on sait bien que les opérations de démantèlement et d'assainissement des installations nucléaires à l'arrêt est prioritaire. D'autant plus prioritaire qu'il y a quelques jours, le président de la République vient de décider l'arrêt de nouveaux réacteurs, alors qu'il s'agit d'une production décarbonée. La recherche française doit pouvoir avancer sur de nouvelles technologies comme celle de l'hydrogène. Le groupe Les Républicains votera ce budget, Madame la Ministre, d'autant qu'il se réjouit de l'apport et du fléchage des crédits de la recherche sur les cancers pédiatriques qui n'ont pas été évoqués jusqu'à présent. Je veux d'abord saluer, Madame la Ministre, le choix que vous avez fait de rompre avec la philosophie du précédent quinquennat. Qu'on s'en rappelle, baisse des crédits affectés à la recherche, mise en place d'une sélection par tirage au sort, création d'allocations sans contrepartie, à l'image de l'allocation recherche du premier emploi. C'était de mauvaises mesures. Elles ternissaient l'image et l'efficacité de nos politiques en matière de recherche et d'enseignement supérieur. Assurément, ces choix questionnables et polémiques sont derrière nous. L'augmentation des crédits de votre mission va donc dans le bon sens. Au total, plus de 500 millions d'euros supplémentaires, essentiellement au bénéfice de la recherche, comme l'a dit Jean-François Rapin. L'enseignement supérieur continuera en effet, lui, de connaître une évolution inférieure à celle du budget général de l'État et surtout à celle des effectifs d'étudiants. L'ambition de monter en puissance de l'enseignement supérieur ne se retrouve donc pas suffisamment dans ce budget. Le plafonnement du CVEC à 95 millions d'euros en est l'illustration. Et pour l'instant, vous n'avez fait que répondre que très partiellement à la demande pourtant insistante de notre rapporteur Stéphane Piednoir. Je suis donc au regret de constater qu'en matière d'enseignement supérieur, la hausse des crédits vient plutôt donner de l'air à des programmes asphyxiés, colmater des brèches déjà béantes et renforcer certains axes sans que ne se dégage une politique globale. Deux chantiers me semblent pourtant essentiels. Tout d'abord, comment rendre la recherche plus attractive? Comme l'a souligné notre collègue Laure Darcos, la rémunération nette d'un jeune chercheur correspond à peine à 1,8 fois le SMIC. Elle atteint péniblement 2 800 € au bout de 10 ans de carrière. Nous serons donc tous d'accord, je pense, pour dire que cela porte préjudice à l'attrait et au dynamisme de la recherche dans notre pays. Vous nous proposez certes d'inscrire 130 millions d'euros de crédits supplémentaires. Ils permettront essentiellement
d'améliorer le déroulement des carrières, de déployer le protocole PPCR, de financer le glissement vieillesse-technicité, mais ils ne s'attaqueront pas à la mise à plat du régime indemnitaire des enseignants-chercheurs. Le second chantier est bien entendu la lutte contre l'échec massif des étudiants dans les premières années de leur parcours universitaire. C'est le cancer de l'enseignement supérieur et de notre société. Il prouve que l'université peine à répondre à la massification continue et à préserver cette belle spécificité française du faible coût de l'enseignement supérieur. Notre collègue Stéphane Piednoir a rappelé que le taux de réussite en licence n'était que de 28% et que le gouvernement envisageait d'atteindre péniblement 30% en 2020. Je me demande si ces maigres objectifs n'avouent pas un manque de volonté politique. Il en est de même avec le plan étudiant, 208 millions d'euros annoncés, mais moins de la moitié qui iront effectivement au plan, puisque le parti servira à payer le GVT et à compenser la hausse de la CSG. Madame la ministre, l'ambition que devrait porter votre budget, c'est de renvoyer au limbe de l'histoire ces taux d'échec massifs qui caractérisent de nombreuses filières de l'université française et de l'enseignement supérieur. Pour cela, il faut allouer des moyens conséquents à la réussite des étudiants, diversifier les modes de financement de l'université, affiner le dispositif Parcoursup, donner toute sa place aux établissements privés d'enseignement supérieur, mais surtout, travailler, et je crois que c'est la clé, à l'articulation entre le lycée et la licence, entre le lycée et l'enseignement supérieur. Or, depuis 2 ans, nous constatons au contraire que les deux ministères travaillent en parallèle plutôt qu'en partenariat. Ainsi, la loi OR a été lancée avant la réforme du baccalauréat, dans un calendrier où l'aval se désintéresse de l'amont et l'amont ne cherche pas à comprendre l'aval. Le défi est bien là et vous ne l'apportez pas de manière frontale, c'est celui du bac-3, bac+3. Certes, comme mon groupe, je voterai les crédits de cette mission enrichis des amendements de nos commissions. Toutefois, je crois qu'il est urgent de se retrousser les manches, de s'attaquer aux problèmes structurels de l'échec et du décrochage qui marquent l'enseignement supérieur et de travailler pleinement au lien entre le lycée et la licence, entre l'enseignement supérieur et le secondaire. Nous allons donc procéder maintenant à l'examen des amendements portant sur les crédits de la mission Recherche et enseignement supérieur figurant à l'état B. 2 amendements en discussion commune. Monsieur Ouzoulias, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. C'est un amendement de suppression de l'ANR dont la radicalité ne m'est pas inspirée par les événements en cours, mais par une analyse logique que je vais vous exposer maintenant sans gilet jaune. Vous nous avez affirmé, Madame la Ministre, que votre objectif était 20% de réussite pour les projets déposés devant l'ARR. C'est un taux extrêmement faible. Nos rapporteurs l'ont souligné. La Suisse, c'est de l'ordre de 40% et l'Allemagne, 35%. Mais surtout, ce taux, d'après nos calculs, il ne peut être obtenu à la fin du mandat, si vous arrivez au bout, grâce à une baisse tendancielle du budget moyen. Je m'explique. Le taux de financement moyen des programmes était de 487 000 € en 2009 et en 2017, il est tombé à 360 000 et pour atteindre les 20%, il faut que cette diminution continue. Je pense que ce n'est pas de bonne politique parce que si aujourd'hui les chercheurs consentent énormément d'efforts, c'est aussi parce que le jeu en veut la chandelle et si le taux moyen de financement baisse, les demandes baisseront aussi, mais c'est peut-être l'objectif que vous cherchez. En matière d'ANR, Michel Berson avait bien posé les termes du débat et il avait dit très justement que ce type de structure ne peut fonctionner en France qu'avec un budget d'environ 1 milliard par an. On en est loin. Et sincèrement, le demi-régime, tel que vous l'avez calculé, et dont c'est votre objectif, ne peut fonctionner en l'état. Donc notre projet, c'est de dire, soit vous mettez
1 milliard, ce qui n'est pas ce que vous faites, soit vous le supprimez, et dans ces cas-là, ces financements, on les récupère pour le préciput des équipes qui, aujourd'hui, fait défaut. Voilà. Merci. Un amendement en discussion commune. Je vois parmi les signataires ici M. Mandelli ou M. Piednoir qui prend la parole. C'est un amendement de M. Sol. Il est défendu, on va dire? Oui, merci. Donc, l'avis de la commission. Dommage qu'il n'ait pas été défendu. Mais bon. Monsieur Ouzoulias, donc, en fait, vous proposez purement et simplement de supprimer les crédits de l'ANR, ce qui va à l'encontre, effectivement, du programme proposé à la fois par le gouvernement, mais vous avez entendu dans mes propos cette année et l'année dernière qu'il était important, à mon sens, et au regard de la courte expérience que j'avais sur le sujet, de faire progresser ces crédits de l'ANR. Et vous avez d'ailleurs donné un chiffre très intéressant qui est celui d'1 milliard. On y arrive progressivement. Et je crois qu'il faut encore se donner un petit peu de temps. Et on va voir si, justement, de façon corrélée, l'augmentation des crédits de l'ANR augmente de fait et significativement le nombre de projets reçus. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est vous dire aussi, et là, je pense que c'est un petit problème technique sur le transfert de crédit. Vous avez identifié une action 9 dans le programme 172. On n'a pas trouvé d'action 9. Par contre, on a trouvé une action 17 qui correspondait mieux au sujet. Voilà. Ceci mis à part, dans votre lecture d'amendement, on ne perçoit pas non plus les éléments qui pourraient tendre à remplacer les missions de l'ANR actuellement. Parce qu'au-delà de distribuer des crédits pour des projets portés, l'ANR a aussi des missions, notamment de gestion des crédits d'avenir. Donc il faut aussi anticiper et prévoir tout ça. Donc globalement, et par rapport à tous ces éléments, en laissant encore une chance de progression au gouvernement l'année dernière et l'année prochaine, et je pense que Madame la Ministre reviendra l'année prochaine avec des crédits en augmentation et probablement un taux de réussite certainement supérieur. Nous pourrons en reparler l'année prochaine, mais en tout cas, pour l'instant, je suis assez défavorable à cet amendement et même très défavorable à cet amendement de suppression. Sur le deuxième point, l'amendement défendu, qui était l'amendement de Monsieur Sol. Alors, premièrement, dire que, bien sûr, l'objectif est tout à fait intéressant puisqu'il va à l'encontre de celui qui était proposé précédemment. Là, en l'occurrence, c'était une augmentation des crédits. Certes, c'est intéressant. Le seul problème, c'est que le transfert de crédit se fait depuis un compte qui me gêne un petit peu, puisque c'est celui qui tend à la sécurisation et à l'équipement des bâtiments universitaires. Et les gréver de 20% de leur budget, ce serait quand même assez inquiétant et catastrophique. Néanmoins, dans l'exposé de l'amendement, et parce que je l'ai lu, il y a un point sur lequel je suis moins d'accord, c'est celui du CIR et du traitement qui y est fait dans l'amendement. Je pense que le CIR est quand même quelque chose à préserver. On a conscience aujourd'hui, et au regard des auditions qu'on a faites, et parce que aussi, dans mon mandat de sénateur, mais aussi de conseiller régional, je consulte et je vais voir des entreprises. Beaucoup de petites et moyennes entreprises bénéficient aussi du CIR, ce qui leur permet d'avoir un taux de croissance intéressant, notamment bien sûr au niveau de la recherche. Donc pour ces raisons, je demanderai un retrait de l'amendement, puisque de toute façon, il va dans le sens de ce qui est proposé, de ce que le rapporteur et la commission soutiennent, et de ce que le ministre soutient aussi, c'est-à-dire une augmentation progressive des crédits de l'ANR. Madame la Ministre, l'avis du gouvernement. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs. C'est le même avis que l'avis qui vient d'être exposé par le rapporteur sur chacun des amendements. Sur l'ANR, je voudrais vraiment juste préciser que c'est aussi un processus qui permet à des jeunes équipes d'obtenir leur financement propre et donc d'émerger et de
créer leur laboratoire. Je rappelle que les crédits de l'ANR viennent abonder les laboratoires de recherche et donc finalement la destination est la même. Et sur le deuxième amendement présenté par Monsieur Sol, je voudrais indiquer que évidemment que l'urgence climatique est une priorité absolue de ce gouvernement et c'est pourquoi nous avons d'ores et déjà ouvert un programme prioritaire de recherche et nous avons aussi veillé à ce que dans le programme Horizon Europe, il puisse y avoir des financements au sein des programmes qui soient spécifiquement dédiés sur la question de la transition énergétique et la question du climat. Donc, même avis. Merci. Donc, nous allons passer au vote. Il y a... Madame Darcos. Oui, Monsieur le Président, je voudrais juste, je ne vais pas prolonger les débats, mais apporter un petit témoignage. Monsieur Ouzoulias, votre amendement m'a quand même surpris parce que c'est quand même assez radical. Et pour avoir passé près de 4 heures à l'ANR, je crois en la nouvelle équipe. Monsieur Thierry Darméval fait tout pour essayer de rationaliser, en tout cas, les projets. J'en ai discuté également avec le cabinet de la ministre. Ce qui est intéressant à l'ANR, c'est aussi de pouvoir sectoriser les thématiques de recherche, voir ce qui n'a pas encore été entrepris. En même temps, ça brosse absolument toutes les thématiques génériques, mais en même temps, sur des spécificités importantes pour les années à venir, l'ANR est en mesure de pouvoir avoir plus de visibilité qu'une autre structure. Et je vois vraiment pas comment vous pourriez à ce moment-là distribuer directement les crédits au laboratoire. Par quel biais? Ça serait quand même, à mon avis, un petit peu foutraque. Là, au moins, on espère qu'ils iront au moins jusqu'à plus de 20% de réponses positives. En tout cas, c'est vraiment leur attention. Et je dois dire que j'aimerais vraiment leur laisser le bénéfice du doute pour les 2-3 années à venir, pour savoir s'ils ont retourné vers de bonnes voies. Voilà, merci. Donc je voterai bien évidemment contre l'amendement de mon collègue et néanmoins ami, Monsieur Ouzoulias. Monsieur Ouzoulias, pour explication de vote. Merci, Président. Foutraque, non. Dialectique, sans doute. et ce que je voulais vous dire, c'est que entre 0 et 1 milliard, manifestement, les termes médians ne sont pas satisfaisants. Et que pour qu'une agence de moyens fonctionne bien, il faut qu'elle ait un gros volume. Sinon, en effet, on arrive avec des taux d'insatisfaction qui sont trop élevés. Ça demande énormément de travail aux chercheurs, pour des résultats qui sont faibles. J'ai parfaitement entendu l'argumentation très détaillée de notre rapporteur spécial et je le remercie de la qualité de son dialogue. J'aimerais juste lui faire remarquer qu'avec le rythme de progression actuel, en 2022, nous n'atteignons pas le milliard, mais nous en sommes à 866 millions. Par ailleurs, j'aimerais vous donner un exemple. Le programme prioritaire de recherche sur la résolution des pesticides est confié à l'INRA par l'État, mais il sera mis en œuvre par voie d'appel à projet de l'ANR. C'est-à-dire que tout doucement, le gouvernement tend à considérer l'ANR comme une nouvelle agence de moyens pour financer des projets nouveaux qu'elle confie à des opérateurs sans leur donner les moyens de ces financements. C'est autant d'argent qui n'irait pas aux jeunes chercheurs que nous a cités Madame la Ministre tout à l'heure. Très bien. Foutraque existe bien, j'ai regardé. C'est de l'argot quand même, hein. Monsieur Bacher, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, je suis obligé de faire appel à mes très vieux souvenirs lorsque nous avons créé l'ANR. C'est exactement pour ces arguments que déjà le groupe communiste à l'époque s'était opposé à la création de l'ANR. Donc on peut vous féliciter, et c'est pour ça, chers collègues, que vous soyez un archéologue et un spécialiste de l'histoire ancienne, c'est que vous continuez sur cette vérité historique qui est la vôtre. Simplement, c'est une vérité historique qui est la vôtre et qui n'est pas forcément celle de l'application concrète pour nos chercheurs. C'est ça qui avait été dénoncé à l'époque. À l'époque, il avait été dénoncé le fait qu'il n'y avait que les crédits de soutien au laboratoire et que l'État n'était plus stratège. L'État ne décidait plus de grands projets et de recherche, comme, j'allais dire, du bon temps du général de Gaulle. Mais j'ai aussi mon côté archéologue. C'est bien pour cela que cette ANR doit continuer à vivre. Elle a sans doute, comme toute structure
à évoluer un peu, à s'améliorer. On parlait tout à l'heure aussi des commissions du CNU. Effectivement, tout cela doit changer un petit peu, doit s'améliorer avec le temps, mais c'est quand même cela dont il s'agit. Je pense qu'il est raisonnable de ne pas suivre l'amendement de nos amis communistes. Bien, nous allons passer au vote maintenant. Donc le premier amendement de M. Ouzoulias, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Et puis, sur le deuxième amendement, il y a une demande de retrait. Vous répondez? Oui, en concertation avec mon collègue Mandelli, il y a une demande de retrait absolument. Vous le retirez. Donc, on poursuit. 3 amendements en discussion commune, dont 2 identiques. Le premier, M. Ouzoulias, à nouveau. Merci, Monsieur le Président. Et c'est de nouveau un immense succès. Bon, je vous dis tout de suite que je soutiens la liberté de conscience, d'enseignement, que je n'ai rien contre l'enseignement privé, catholique, quel qu'il soit. Voilà. Mais en revanche, en tant que sénateur et membre de la représentation nationale, je pense qu'il est indispensable, quand on soutient des structures privées pour des charges de service public, qu'en retour, on obtienne un bilan des missions de service public qui sont exercées. Donc, ce que j'aimerais savoir de ces instituts, puisqu'on ne peut pas les appeler des universités, c'est quelle est la part de boursiers, quelle est la composition sociologique du corpus universitaire, parce qu'on veut savoir où va l'argent. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, j'ai participé au débat précédent et j'ai vu avec plaisir que le G7 était vidé de sa substance pour financer d'autres mesures. Donc là, je n'ai pas d'autre source que de prendre sur l'enseignement privé. Pour financer quoi? Pour financer la vie étudiante, parce que là, en revanche, il y a un vrai souci. Je rappelle qu'un quart des étudiants vivent sous le seuil de pauvreté, que la moitié des étudiants travaillent, qu'aujourd'hui, le reste à charge pour des étudiants boursiers en région parisienne est de plus de 300 €, et que le reste à charge pour des étudiants non boursiers dans les grandes villes universitaires, c'est environ 1 000 €. Donc il y a un vrai problème avec ce que je n'hésite pas à qualifier de misère étudiante. Et dans le taux d'échec dont vous soulignez tout à l'heure qu'il était insupportable, il y a quand même les conditions matérielles d'enseignement des étudiants. À un moment donné, il faudra les prendre en compte. Je pense que c'est un souci majeur. Donc l'amendement était un amendement d'appel ou l'amendement d'alerte pour souligner les difficultés que rencontrent aujourd'hui les étudiantes et les étudiants. Merci. Merci. Alors maintenant, 2 amendements identiques. Le premier est celui de M. Adnot, au nom de la Commission des finances. Bien. Monsieur le Président, mes chers collègues, je m'attendais à passer après, mais je suis tout à fait en position de pouvoir le défendre. Il s'agit de faire en sorte que, à contrario, l'enseignement supérieur privé puisse avoir un peu d'air. En quelques années, depuis 2008, l'enseignement supérieur privé a perdu 45% de l'accompagnement qui était fait par l'État, alors même que les EPSIG ont passé contrat avec l'État pour atteindre un certain seuil de qualité. Et aujourd'hui, il se trouve dans une situation assez difficile, puisque dans un certain nombre de villes, il y a des diminutions des crédits des municipalités, je pense à Lyon, je pense à Lille, je pense même à Paris, pour ces établissements privés et qui les mettent en difficulté. Je rappellerai que la moyenne de financement à l'heure actuelle est à peu près de 600 €, elle a donc baissé considérablement. Et ce que nous proposons, mais de la même façon que la Commission qui va présenter aussi son amendement, mais qui sera le même, nous proposons qu'il y ait 14 millions d'euros de crédits qui soient fléchés, sachant que puisqu'il y aura plus que 95, mais plutôt 130, comme on nous l'a dit tout à l'heure, il y a tout à fait la disponibilité des crédits pour pouvoir faire ce soutien. C'est un premier pas, c'est un pas qui devrait être soutenu pendant 3 ans. Je rappelle l'équation. Si demain, cet amendement d'appel était reçu,
Ça veut dire qu'il y aurait 106 000 étudiants qui sont aujourd'hui dans le privé, qui se retrouveraient à disposition de l'enseignement supérieur public, qui n'auraient pas de place pour les prendre et à qui ça coûterait 9 000 € de plus par étudiant. Donc l'équation est relativement simple. 81 millions d'un côté, 900 millions de l'autre. Je crois qu'il faut voter les 14 millions pour que l'enseignement supérieur privé puisse vivre en bonne harmonie avec l'enseignement supérieur public. Il y a beaucoup de collaboration. Il ne s'agit pas d'opposer l'un à l'autre. Il s'agit au contraire de créer une dynamique qui fasse progresser notre pays. Pour un amendement identique de la commission culture, Monsieur Piednoir. Oui, c'est effectivement le même amendement présenté au nom de la commission culture pour compléter les propos de mon collègue. Juste dire que donc c'est un plan qui a été calculé sur 3 années, 42 millions donc sur les 3 années pour amener la contribution aux ESPIG à 1 000 € par étudiant. Je vous rappelle que c'est de l'ordre de 10% de ce que coûte un étudiant dans les universités, dans une université publique. Donc c'est somme toute un effort mesuré. Il n'est pas question, comme ça a été dit tout à l'heure, d'opposer l'enseignement privé et l'enseignement public. Néanmoins, depuis une quinzaine d'années, plus de 60% d'augmentation des effectifs dans ces établissements privés, à comparer à une évolution globale de moins de 20% si on globalise sur l'ensemble des effectifs du supérieur. Et on ne peut que constater que l'enseignement privé contribue à la mission de service public de l'enseignement supérieur. Donc voilà, c'est un geste pour revenir à des ratios qui étaient ceux de 2012. Sans parler de 2008, on était à 1 200 € par étudiant. Donc c'est un geste à établir sur 3 années. Très bien. Peut-on dire que votre intervention vaut explication de vote, Monsieur Adnot, pour la commission? Très bien, ça nous fait gagner un peu de temps. Madame la ministre, votre avis sur ces 3 amendements, dont 2 identiques. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs. Donc, concernant le premier amendement qui propose de supprimer le financement des établissements d'enseignement supérieur privés, le gouvernement y est défavorable pour plusieurs motifs. D'abord parce que l'action 4 du programme 150, qui est visée par cet amendement, finance exclusivement les établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif, c'est-à-dire les associations et fondations reconnues d'utilité publique et les syndicats professionnels. Et la participation de ces établissements au service public de l'enseignement supérieur est reconnue avec cette qualification d'établissement privé d'intérêt général. Un contrat est conclu par l'État avec chacun de ces établissements pour définir les conditions dans lesquelles ils exercent les missions de service public de l'enseignement supérieur dans le cadre d'une gestion désintéressée. Et notamment, les établissements s'engagent sur des actions à mettre en œuvre en matière de politique sociale, exonération des droits d'inscription des boursiers de l'État, mais au-delà, attribution de bourses complémentaires ou de prêts sur critères sociaux financés par les établissements eux-mêmes. Ils contribuent donc pleinement à l'objectif de réduction des inégalités sociales du service public. Ce sera donc une demande de retrait, sinon un avis défavorable. Mais par définition, et ça m'amène à la réponse sur les 2 autres amendements, le modèle économique de ces établissements est différent. Et ça, je pense que tout le monde l'a bien compris. C'est important que nous apportions un soutien. C'est pourquoi le budget a augmenté de 2 millions en 2018. Ces 2 millions ont été soclés en 2019. C'est un nouvel engagement à hauteur de 2 millions d'euros en gestion qui est pris par le gouvernement pour 2019. Le gage évoqué pour équilibrer la proposition sont les crédits du fonds d'aide à la mobilité. Or, il nous apparaît extrêmement important de préserver ces crédits. Ça me permet de répondre à une question qui a été posée aussi tout à l'heure sur le montant de ces crédits. Ça nous paraît important que ces crédits soient affichés en amont, de façon à ce que des jeunes puissent aussi se déplacer et préparer leur déplacement de façon à rejoindre des formations qui ont encore de la place mais qui ne sont pas situées sur leur lieu d'habitation.
Il va de soi que la contribution vie étudiante et de campus doit aller à la vie étudiante et de campus et que donc il n'est pas question de pouvoir surfinancer les ESPIG au travers de cette contribution. C'est pourquoi le gouvernement vous propose aussi de retirer cet amendement, sinon l'avis est défavorable. Enfin, ces deux amendements, pardon, sinon l'avis est défavorable. Merci, Monsieur Ouzoulias, vous ne retirez pas. Non, jamais. La garde demeure, ils ne seront pas. Moi, je voulais répondre à Monsieur Adnot dans un sens qui peut lui faire plaisir. Je vais vous étonner. Entre 2003 et 2016, le nombre d'étudiants en licence, master ou doctorat a doublé dans l'enseignement universitaire privé, notamment catholique. Pourquoi ? Il y a une vraie réussite qui s'explique pour plusieurs choses. D'abord, ce sont des universités à taille humaine, des petits modules qui attachent un intérêt particulier au développement des étudiants, qui sont mieux encadrés qu'ailleurs. Premier point. Deuxième point, et là je cite, les universités catholiques s'intéressent au développement de la personne et pas seulement à la transmission des savoirs. Cela fait partie de la doctrine de l'Église. Dans ces instituts, on peut donc y enseigner, comme à l'Institut catholique de Paris, le droit canonique, ou mieux encore, le code des canons des églises orientales, qui sont des matières estimables que j'aurais aimé personnellement étudier. Mais avouez avec moi que l'insertion des étudiants, j'ose pas dire des étudiantes, pour ces disciplines est relativement limitée. On est face à un enseignement désintéressé. Alors je vous pose juste une question. Pourquoi ce qui fait aujourd'hui la réussite de ces instituts privés ne ferait-elle pas la réussite des universités publiques? Et pourquoi nous demandons tout à fait autre chose aux universités publiques? Voilà. Donc, deux avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. Nous passons maintenant au vote sur les deux amendements identiques suivants de la Commission des finances et de la Commission de la culture, de la communication et de l'éducation. Qui est pour? Qui est contre? Ils sont adoptés. Confirmé, oui. Nous passons à l'amendement 203 rectifié terre. Je vois parmi les nombreux signataires Madame Procaccia, Monsieur Brisson et Madame Deroche. Voilà, Madame Procaccia. Voilà. Eh bien, cet amendement vise à créer un nouveau programme, recherche appliquée et innovation agroalimentaire, pour soutenir l'innovation dans ce secteur en dotant modestement de 20 millions d'euros. L'avis de la Commission ? Alors, sur cet amendement, d'abord, quand on voit un amendement sur l'agriculture signé en premier lieu par Michel Raison, on fait attention de ne pas trébucher. Surtout, en plus, quand on l'a co-signé. Néanmoins, voilà, c'est très simple. En fait, cette mission qui consiste à attribuer une ligne supplémentaire, elle est déjà portée par l'INRA. Donc je crois que c'est inutile, là, en période en plus de fusion, on l'a cité tout à l'heure dans la DG de l'INRA avec l'IRSTEA, de compliquer les choses. Je crois qu'il faut garder raison, sans faire de jeu de mots, sur cet élément. Et donc je demande un retrait en y associant un argument complémentaire qui est celui du captage des crédits sur finalement un organisme qui n'en a pas besoin parce que l'essentiel de sa subvention est pour charge de fonctionnement. Donc ce serait compliqué, on le mettrait en difficulté et je me vois mal aujourd'hui donner un avis favorable sur un amendement qui mettrait en difficulté ou le Palais de la Découverte ou la Cité des Sciences et de l'Industrie. Donc demande de retrait. Il est retiré, donc il n'y a plus besoin de continuer notre discussion. Nous passons à l'amendement 414, présenté par Monsieur Lafont. Oui, Monsieur le Président, en fait, c'est un amendement pour
interroger le gouvernement et donc Madame la Ministre sur une baisse de crédit qui nous a paru assez surprenante, celle qui concerne les crédits dédiés à la recherche dans le domaine de l'énergie et du développement et de la mobilité durable, puisque nous avons constaté une baisse très significative, notamment au sein de ces crédits sur ceux qui sont dédiés à la recherche partenariale dans le domaine du développement et de l'aménagement durable, puisque la baisse des crédits est à peu près de 50%. Donc cet amendement vise à reconstituer les crédits à hauteur de ce qu'ils étaient l'année précédente. Avis de la commission. Oui, en fait, cette baisse correspond à une extinction progressive des charges, des éléments de recherche sur ces programmes. Donc, en fait, extinction de crédit naturel. Donc, demande de retrait, là aussi. Madame la ministre, même avis. Cette demande de retrait. Je vais le retirer. Oui. Tiré. Amendement 554, Madame Préville. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Le budget alloué à la culture scientifique et technique est à nouveau en baisse et cette année de 2 millions d'euros. Quel dommage, nous avons tant besoin de science. À l'heure où le réchauffement climatique s'installe, où l'avenir de nos sociétés est à construire, où chacun va être amené à faire des choix de vie, de société, politique, il est plus que jamais indispensable que tout un chacun soit en capacité de comprendre, de savoir, afin d'être un citoyen éclairé, averti et conscient des enjeux. C'est le gage d'une société apaisée. Au sujet de la transition énergétique, rien ne se fera sans l'adhésion pleine et entière de nos concitoyens. Et je me permets de rajouter, rien ne pourra se faire sans justice sociale non plus. La réalité nous le rappelle. La culture scientifique et technique croise aussi d'autres sujets d'actualité comme celui de l'intelligence artificielle par exemple, vaste sujet de société dont il faudra débattre. Nous devons de permettre à nos jeunes de découvrir qu'ils aiment les sciences, de cultiver ce goût de la science, celui des expériences, de la recherche. Nous aurons besoin dans l'avenir de techniciens, d'ingénieurs, de chercheurs. Il y aura donc des postes à pourvoir et ainsi des jeunes prêts, s'ils ont eu cette culture scientifique, pour ces études qui demandent un investissement que sublimera la passion, nécessaire à la réussite. Ainsi, la culture scientifique est indispensable à la dynamique économique de notre pays. Nous aurons besoin de solutions innovantes pour résoudre les problèmes actuels qui s'apparentent à des défis. J'avais déjà déposé cet amendement l'année dernière. Vous aviez parlé d'un groupe de travail n'ayant pas été sollicité. Où en est ce projet ? Cet amendement propose donc d'abonder à hauteur de 2 millions d'euros les crédits de l'action numéro 3, culture scientifique et technique du programme 186, en réduisant d'autant les crédits de l'action numéro 3. Vous vous en doutez, il ne s'agit pas de réduire les crédits de la recherche duale, mais plutôt d'attirer votre attention sur l'importance de la recherche culturelle et la culture scientifique. Je vous remercie. L'avis de la commission, monsieur le rapporteur. Oui, Madame la sénatrice, j'adhère pleinement à vos propos et à votre exposé. Néanmoins, et vous en avez apporté la conclusion finalement en disant que c'était compliqué d'aller chercher sur la recherche duale en particulier, dont on a exposé tout à l'heure dans l'ADG que les crédits étaient maintenus, non pas abaissés, mais simplement maintenus. Rien que pour ces raisons, je donnerais un avis défavorable, à moins que vous ne le retiriez. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, la diffusion de la culture scientifique, c'est une préoccupation majeure du gouvernement et aussi une préoccupation personnelle, mais je veux être claire, la CSTI ne se résume ni au seul budget de l'État, ni au seul programme 186. Chacun des 16 organismes de recherche sous la tutelle du ministère y consacre entre 1 et 2 millions d'euros par an. Il en est de même au travers du programme 150, puisque 125 millions d'euros sont prévus au titre de la diffusion des savoirs et des musées. Le ministère finance directement la Fête de la Science chaque année à hauteur de 1,1 million d'euros. Vous le savez aussi, depuis la loi NOTRe, la CSTI n'est plus seulement une compétence de l'État, mais une responsabilité partagée avec les collectivités territoriales et notamment les régions. Universcience est évidemment une institution extrêmement importante au cœur de la CSTI, mais elle ne résume pas la CSTI, loin s'en faut.
Le budget d'Universcience a été établi avec le ministère de la Culture, qui est pleinement engagé aussi dans la diffusion de la culture scientifique. Et ce budget lui permettra de répondre à ses missions en 2019. C'est pourquoi je vous proposerai de retirer cet amendement. Sinon, c'est un avis défavorable. Je vous remercie. Madame Préville, vous maintenez? Oui. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. Monsieur Gattolin, votre amendement 502. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Cet amendement, plus modeste dans sa logique de transfert que les deux précédents, vise à transférer précisément 900 000 € du programme Recherche scientifique et technologique pluridisciplinaire en faveur du programme Recherche et enseignement supérieur en matières économiques et industrielles, auquel appartient l'action relative au FJV. Qu'est-ce que le FJV? C'est le Fonds d'action en faveur des jeux vidéo créé en 2008 et qui est jusqu'à présent cofinancé à la fois par le ministère de l'économie, la direction générale des entreprises, et par le ministère indirectement de la culture, puisque c'est le CNC, le Centre national du cinéma et de l'image animée, qui finance. Eh bien, le ministère de l'économie a décidé de retirer sa part, une part de 900 000 €, et c'est extrêmement dommageable. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il existe deux grands dispositifs pour soutenir cette industrie absolument innovante, culturelle, ancrée dans les territoires que sont les jeux vidéo, le crédit d'impôt jeux vidéo d'une part, mais qui s'adresse essentiellement à des entreprises de taille importante, produisant des jeux élevés de plus de 100 000 €, donc peu accessible à la myriade des petites entreprises qui constituent aujourd'hui notre écosystème de, je dirais, de studios ou de jeunes entreprises qui travaillent pour des jeux plus modestes, de jeux de consoles et autres, mais qui font notre dynamisme. Pourquoi voulons-nous soutenir les jeux vidéo? C'est un combat de longue haleine mené par les parlementaires, députés et sénateurs, initié par notre ancien collègue Martin Lalande à l'Assemblée nationale et avec un certain nombre de personnes comme Catherine Morin-Desailly, Bruno Retailleau, avec qui j'ai écrit un rapport il y a 5 ans sur l'industrie du jeu vidéo. Nous pensons qu'il est absolument indispensable, dans le cadre de la compétition internationale acharnée, où nos entreprises sont attirées à coups de crédits d'impôt colossaux vers le Canada, les États-Unis ou l'Inde, de disposer de moyens de conserver nos talents, et ils sont importants puisque nous disposons des écoles parmi les meilleures au monde dans ce domaine. Donc sans soutien véritablement à ces jeunes entreprises, nous n'aurons jamais un secteur performant dans ce secteur essentiel à la fois du divertissement, puisque c'est aujourd'hui la première industrie culturelle devant le cinéma, et particulièrement innovante dans nos territoires, dans toutes les régions de France. Je vous remercie. Merci. L'avis de la Commission, monsieur le rapporteur. Alors, plusieurs points. C'est un sujet passionnant, un peu complexe au travers les modes de financement. D'abord, je suis surpris. Je suis surpris, Monsieur Gattolin, que vous ayez pompé des sous dans le cadre du programme 172, qui est celui qui vous intéresse aussi beaucoup, je le sais, au travers l'IA, etc. Donc voilà, première surprise. Deuxième surprise, c'est un amendement qui a déjà, je crois, été présenté à l'Assemblée nationale, qui a reçu un avis défavorable. Je pense qu'il a été présenté récemment. Il a reçu un avis défavorable à la fois de la Commission et du gouvernement. Plusieurs points aussi. Je pense qu'il y a une partie de ce que vous énoncez qui sera reprise dans le plan Nano 2022. Car la Direction générale des entreprises prévoit de financer l'innovation au travers un fonds de compétitivité dans le cadre du plan Nano 2022. Point aussi que vous avez cité, c'est le crédit d'impôt, qui lui est préservé. Mais il est préservé quand même. Et le fonds d'aide, même si une part des financements ministériels sont enlevés, il reste encore les financements du ministère de la Culture. Donc voilà. Donc globalement, on est sur une restructuration du fonds d'aide
et pas forcément une baisse. Donc en ce qui me concerne, et c'est l'avis de la Commission, c'est un avis défavorable. Madame la ministre, le même avis. Monsieur Gattolin. Bonjour. Non, simplement, je le maintiens, bien évidemment, parce que les arguments qui me sont donnés ne répondent pas à la réalité de l'écosystème. Il y a un crédit d'impôt qui est pour des grandes entreprises. Moi, je demande l'aide aux petites entreprises. Ce sont les PME. 61% des entreprises qui sont éligibles sont les plus petites. Donc, soit on a une cohérence, et je suis désolé, le plan Nano 2022 ne couvre pas ça. La DGE a une position. Excusez-moi, elle ne connaît pas le monde de l'entreprise dans ce domaine-là quand elle prend des décisions de ce type. Donc, je maintiens. Donc, 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. Donc, nous allons procéder à l'examen des amendements portant sur les crédits de la mission recherche et enseignement. Non, là, on me fait lire des bêtises. Si? Il faut voter sur les crédits de mission. Oui, là on vote sur les crédits. Avant de passer aux articles, oui, mais c'est l'examen là, c'est pas le vote. Donc là on va procéder au vote sur l'ensemble des crédits de cette mission. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ils sont adoptés. Nous allons bientôt finir puisque c'est après l'article 78. Il nous reste un amendement de Madame Darcos. Vous avez la parole, Madame. En plus, Monsieur Ouzoulias, ça va me faire passer pour Cendrillon. Donc, je vais essayer de terminer et brièvement, Monsieur le Président. Je voudrais remercier Madame la Ministre d'avoir abondé de 5 millions d'euros supplémentaires pour les cancers pédiatriques. Mais cet amendement additionnel, un article additionnel, nous permettrait de pouvoir mieux savoir où passent en fait ces crédits. Ça nous permettrait de renseigner le Parlement et nos concitoyens sur la réalité des montants consacrés annuellement à cette recherche fondamentale. À la différence des pays anglo-saxons qui présentent des financements au coût réel, intégrant la masse salariale des chercheurs travaillant à améliorer notre compréhension des mécanismes fondamentaux à l'origine des cancers les plus résistants chez l'enfant, la France n'affiche que des financements additionnels consacrés aux programmes et aux bourses de recherche en la matière qui transitent principalement par l'INCa. L'Assemblée nationale donc a adopté cet amendement proposé par vous lors de l'examen de la mission. Cet amendement vise à consacrer 5 millions d'euros par an à la mobilisation et à la coordination de la recherche fondamentale. Vous avez également, lors de votre audition chez nous à la Commission, dit qu'il y avait d'autres cancers, et notamment qui ne sont pas forcément spécifiquement pédiatriques, et puis qu'il y avait aussi une recherche qui était faite sur l'embryon. Donc tout ça, bien évidemment, coordonne en tout cas cette recherche, mais ce présent amendement permettrait vraiment du coup de compléter l'annexe budgétaire consacrée aux politiques de financement de la recherche et qu'on puisse savoir et rendre compte de manière détaillée de l'usage qui sera fait de ces sommes et plus généralement de la réalité des montants consacrés chaque année à cette question d'intérêt pour nos concitoyens. Toutes les associations de familles de ces enfants nous écoutent et donc je pense que vous aurez peut-être, j'espère, un avis favorable. Et je voudrais m'excuser auprès de mes collègues parce que j'ai déposé cet amendement vraiment à la dernière minute. Et j'ai eu beaucoup de messages de collègues qui s'associaient à cet amendement. Donc je les remercie et j'en ai été très touchée pour eux. Voilà. Merci. L'avis de la Commission, Monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur le Président, Madame la Sénatrice, bien sûr, vous savez que vous touchez la corde sensible sur ce sujet. On en parle souvent ensemble. Et je pense que, quels que soient les moyens utilisés, que ce soit de l'argent, que ce soit du contrôle de l'utilisation de l'argent, on est en la matière jamais trop radin. Donc voilà, il faut être abondant dans votre... Comment ? Oui, elle est bonne. Et donc je pense qu'en l'occurrence... La Commission a demandé un avis de sagesse, mais à titre personnel, je voterai pour, bien sûr. Madame la Ministre, votre avis? Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs. Vous le savez, la France réalise un effort important en matière de lutte contre le cancer dans sa généralité.
Et c'est pourquoi le Sénat et l'Assemblée nationale ont proposé d'avoir une attention particulière au cancer pédiatrique, ce qui a permis au gouvernement de proposer un amendement qui a été effectivement voté à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Mon ministère, comme le ministère de la Santé, se sont engagés à améliorer la lisibilité de cette information. Mais bien sûr, c'est au Parlement de décider de l'information qu'il souhaite avoir à sa disposition. Et donc, c'est un avis tout à fait favorable sur cet amendement. Monsieur Fouché, vous avez la parole. Madame Darcos, ce qui me paraissait intéressant, c'est qu'on a vu à certains moments, à propos des cancers pédiatriques, que les fonds, je l'ai constaté par moi-même, passaient souvent dans le fonctionnement des CHU à une époque. Donc j'espère que les choses sont révolues depuis. Madame de Roche. Oui, très rapidement, pour dire que moi aussi je soutiens cet amendement. En effet, le Sénat est attaché au traitement spécifique du cancer pédiatrique, puisque c'est ici que depuis plusieurs années se déroule un colloque qui traite de ce sujet. Et il est important, en effet, et c'est bien que le gouvernement ait fait cette rallonge budgétaire sur ce type de cancer. Mais c'est vrai que les choses avancent pas à pas, mais de savoir, d'avoir cette lisibilité sur l'usage des fonds est en effet majeur. Donc je voterai bien évidemment cet amendement. Donc, je rappelle qu'il y a un avis de sagesse de la Commission, même si le rapporteur est favorable personnellement, et un avis du gouvernement favorable. Qui est pour ? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Nous allons passer au vote de l'ensemble de l'article 78 bis. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Et voilà, les sénateurs ont donc adopté le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ils ont salué la hausse de ce budget d'1,5% prévu par le gouvernement. Mais les sénateurs ont critiqué l'absence de moyens pour gérer l'évolution des charges des universités et notamment l'évolution de la masse salariale des enseignants. Il manquerait 50 à 100 millions d'euros selon les sénateurs. Et beaucoup d'établissements ont donc entamé des plans d'austérité. Alors pour augmenter les ressources des universités, le rapporteur de ce budget au Sénat, Philippe Anneau, propose d'augmenter à terme les frais d'inscription des étudiants. Le gouvernement explore déjà cette piste, mais pour les étudiants non européens qui viennent en France. Et en 2019, leurs frais d'entrée vont être multipliés par 10 pour atteindre 2 700 €. Et puis pour soutenir les universités privées, les sénateurs ont débloqué 14 millions d'euros qui viendront renforcer la dotation de l'État à ces établissements. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez suivre toute l'actualité parlementaire sur notre site internet publicsénat.fr. Je vous souhaite une très bonne journée sur les chaînes parlementaires.